Bonsoir, je vous remercie d'être présent ce soir pour rendre un hommage à Thérèse. Comme Robert vous a expliqué tout à l'heure, le livre traduit par André Vinas, ce qui tombait très très bien parce que je connaissais très bien André Vinas qui dans une autre vie, en tout cas dans la mienne, nous avons travaillé ensemble à l'Indépendant comme correcteurs tous les deux. Alors on a passé de très longues soirées à l'Indépendant à l'époque où il y avait de multiples et nombreux correcteurs, donc nous connaissions, nous parlions souvent de Thérèse. Et il a fait le premier jet parce qu'il aimait beaucoup Thérèse, et Thérèse aimait beaucoup André, enfin, il aimait surtout beaucoup Anne, la femme d'André. Et voilà. Et le premier jet fait, nous avons voulu faire un ouvrage un peu différent. Nous avions auparavant fait la traduction d'un ouvrage de Balthazar Porcel, qui est un des grands de la littérature catalane, et qui avait écrit un ouvrage un peu du même type que celui que je vous présente, de Thérèse, sur un réfugié anarchiste à Paris qu'il avait connu au début où il était, non pas encore le grand écrivain qu'on connaît, mais qui était journaliste à Paris pour différents journaux catalans et espagnols. Et nous avons retravaillé un petit peu, en accord bien sûr avec Balthazar, pour que le lecteur francophone, français, puisse bien lire et puisse comprendre la chronologie des événements de cette époque-là. Parce que la multitude de partis politiques, de petits groupuscules et de dates fait et font que même les Espagnols ou les Catalans s'y perdent parfois. Donc voilà. Alors un été, je suis venue pratiquement deux fois par semaine, tous les après-midi, et puis Teresa était à son habitude. Soit, il faut savoir que dans sa 90e année, peut-être même avant, il fallait qu'elle ait une idée quand elle sortait du lit. Bon, elle avait déjà des difficultés à marcher, mais elle marchait encore. Et donc, quand j'arrivais, je savais à sa tête si tout allait bien. Et si elle avait une idée de poème ou une idée de peinture, voilà. Quand c'était comme ça, elle était rayonnante et tout. Et sinon, elle faisait un peu la tête. Et elle disait Nina soc foutuda. Voilà, je suis foutue. Et bon, il s'agissait simplement de commencer à parler un petit peu des différents aspects de sa vie ou de ses souvenirs, et elle repartait. Et là, elle avait toute la fougue et tout ce qui la faisait. Une fois le livre terminé, et ça c'est un truc je me tiens à dire, une fois le livre terminé, quand je lui ai présenté, qu'elle l'a lu, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Ah, Nina, tu comprends, c'est un peu trop français. » Alors je lui ai dit « Mais il fallait le faire pour que les Français puissent comprendre. » Elle dit « Mais moi je l'ai fait pim-pam-poum, un gis. » Et je dis « Oui, mais chronologiquement, il fallait expliquer aux gens, il fallait donc... » Après, elle disait « Oh, mais je ne savais pas que j'étais aussi bonne en français. » Voilà, elle était comme ça, Thérèse. Alors, pour vous parler de Thérèse, il faut comprendre que c'était une femme rayonnante, catalane, jusqu'au bout des ongles, républicaine, militante, féministe déjà depuis pratiquement sa naissance, je pense, parce que pour comprendre la vie de Teresa, il faut comprendre ces années d'enfance, ces années de jeunesse, les années de la guerre, puis les années de l'exil. Parce que tout, vraiment, forme un tout avec elle. Voilà. Alors, elle est née à Sabadell en 1919. Sabadell était je ne sais pas si vous connaissez où est situé Sabadell, c'est à côté de Barcelone, pas très loin. C'est une cité ouvrière, très industrielle. Il y avait énormément d'usines textiles et d'usines où l'on faisait du cuir. Donc, 1919, c'est la Grande Guerre. Il faut dire que l'Espagne, et donc la Catalogne, par le féminin, était neutre dans le conflit. Et la grande bourgeoisie
a eu l'occasion de beaucoup s'enrichir, dans la mesure où ils ont vendu tant aux Allemands qu'aux Français, hein, bien sûr, il ne se posait pas la question, des uniformes, des chaussures, toutes sortes de matériel. Donc, c'était très florissant. Et à Sabadell, il y avait vraiment beaucoup d'industrie. Puis, une petite anecdote. Ce qui m'a rapproché beaucoup de Teresa, dans ce qui va suivre, c'est que vous allez voir, elle est rentrée à l'usine très tôt. Et mes grands-parents maternels sont originaires d'une petite ville du centre de la Catalogne, dans le Tarragonais, et il y avait aussi des usines textiles. Et ma grand-mère est rentrée à l'âge de 10 ans à l'usine, et à 12 ans, elle travaillait sur 2 métiers à tisser. Donc, pour moi, c'était comme si je me rapprochais de ma grand-mère en parlant dans tout ce qu'elle m'a expliqué, parce que elle était sur l'usine, elle était insatiable. Voilà. Et je vais vous montrer, il ne faut pas que je m'emballe trop. Voilà. Donc là, vous avez une des usines, parce qu'il y en avait de multiples, de Sabadell, qui n'est pas nécessairement l'usine où elle va travailler. Hein. Donc elle vient d'une famille. Voilà. Vous avez là la Mandona, la maman au centre, voilà, qui est donc sa grand-mère, et qui est la mère de Balbina. C'est ça, donc la grand-mère de Teresa. Elle est entourée de tous ses fils, et c'était une femme très forte, vraiment très dure. Voilà Balbina, la mère donc de Teresa, et à cette époque-là, dans les années 20, elle a commencé à travailler elle aussi dans une usine d'une famille française qui s'appelait les Sédou. Donc on connaît quand même un peu ici. Et au sein de cette famille, il y avait une dame qui aimait bien donner des cours, parce que Balbina, comme énormément de femmes et d'hommes à cette époque-là, était totalement illettrée, ne savait ni lire ni écrire. Et cette Madame Sédou lui a appris à lire et à écrire. Ce qui est le début pour elle d'une très grande aventure. Elle va par la suite enseigner la même chose à son mari, Gonzalvo, voilà, qui ils vont tous les deux se servir de ce nouveau savoir, l'écriture et la lecture, pour devenir des militants, et ils vont avec le temps être journalistes, ils vont écrire dans des magazines, dans des journaux révolutionnaires. Bon, ils étaient plutôt de tendance anarchiste, et donc ils vont passionnément avoir une vie assez trépidante, dirons-nous. Alors, dans ce milieu-là où va naître Teresa, il y aura 3 filles, Libertad, Teresa et Azucena, que vous connaissez peut-être puisqu'elle habite toujours Banyuls, qu'elle était présente lors du vernissage. Elle a 94 ans. Et donc, cette famille va vivre vraiment de manière un peu anarchique, il faut dire. Au sein de cette famille, elle va grandir dans un milieu où elle va être transportée par les luttes ouvrières. Alors, Balbina, très rapidement, avec une autre grande dame de l'époque, qui était Sabayenka, qui s'appelle Teresa Claramunt, elles vont aller d'usine à usine, militer, demander, à l'époque il n'y avait pas les 8 heures, demander les congés, elles vont, et Gonzalvo lui-même va faire la même chose. Ce qui fait qu'ils seront un peu trimballés de ville en ville. Hein. Et cette époque, elle, dans son ouvrage, elle le mentionne
à partir d'un poème de Salvatore Papazeit, un grand poète catalan, qu'elle va chanter pratiquement toute sa vie, hein, son existence de chanteuse. Et il disait de cette époque-là, de la classe ouvrière et de ses ouvriers, que c'était le temps des espadrilles trouées, des tabliers imprégnés d'huile et de sueur d'usine. C'est assez représentatif de, je pense, que cela pouvait être, tant dans le textile que, par exemple, dans les usines, dans les tanneries du cuir et tout, où le fameux Joan Ferré, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a commencé sa vie, lui aussi, à l'âge de 12 ans. Ces usines, elle va les considérer comme des prisons industrielles, des demeures de faim, de labeur et de peine, des cellules de condamnés aux travaux forcés. C'est ce qu'elle explique donc dans son livre. Alors, elles vont suivre, les trois filles, hein, au fur et à mesure de leur naissance, les pérégrinations de ses parents. Aller de ville en ville, ils vont beaucoup déménager, de Sabadell à Alcoy, d'Alcoy à Barcelone, puis ils vont revenir à Sabadell. Donc ils vont suivre les différents mouvements, les différentes luttes qu'ils dirigent, hein, parce qu'ils sont devenus, au fil du temps, de grands militants et des personnages importants. Alors, bon, ils étaient quand même de familles modestes, hein, c'était pas réellement la joie dans la famille, mais comme tous les militants et comme tous les ouvriers de cette époque-là, et c'est ça qui est extraordinaire, ils vont avoir une soif de savoir très importante. Ils vont aller dans ce qu'on pourrait appeler des maisons de la culture, mais qu'on appelait des Athénéos, hein, des Athénéos en castillan, où on donnait des cours de langue, on apprenait à écrire, à lire, des cours de philosophie, des cours de musique, des cours de théâtre, etc. Et à partir de là, mais ils avaient tous vraiment une soif d'apprendre. Et c'est ça qui est intéressant de cette génération-là, ou de ces générations-là, avant la guerre, la République, etc. Ils disaient que c'était une très grande effervescence intellectuelle, même si, à la base, ils avaient les espadrilles trouées et n'avaient parfois pas de quoi manger tous les jours. Et même chez les... elle le dit bien, hein, même chez eux, hein, ils n'avaient parfois pas de quoi manger parce qu'ils payaient très très peu. Alors, avec ses parents, donc, elle a vécu toutes leurs activités politiques. La question de la langue était quand même relativement importante et les droits que ça posait parmi les gens qui fréquentaient la maison. Bon, ils parlaient en castillan, bien sûr, mais dès qu'ils se retrouvaient entre amis, ils pouvaient chanter. Et ils chantaient les segadors et les migranes et toutes sortes de... Donc, ils avaient quand même le souci du maintien de la langue. Je voulais vous faire lire un petit extrait. Je vais vous en lire 2-3 au cours de la soirée, pour montrer un petit peu la vie trépidante qu'il pouvait avoir, et y compris pour une petite fille. Hein. Le combat de mes parents leur coûta plusieurs exils à l'intérieur même du pays. D'une répression à l'autre, ils en souffrirent. La prison, c'est l'empreinte de ce combat gravée à jamais dans mon esprit que je veux raconter, tel qu'il y demeure et tel que je l'ai vécu, comme un film qui défilerait devant mes yeux. Je n'ai pas la prétention d'en tirer des conclusions historiques. Cela n'a aucune importance, étant donné la rapidité avec laquelle se meut notre monde et le peu de loisirs dont nous disposons pour assimiler les événements qui nous entourent.
sauf si ces événements, il reste un peu de poésie humaine. Le combat pour la vie, l'amour, la tendresse, les souffrances et les joies, les expériences et les déceptions, la solidarité et la solitude nous imprègnent d'une certaine manière et nous modèlent comme un sculpteur invisible. C'est ce qu'elle a écrit en introduction de sa biographie, de son autobiographie, Todd Cancan, lorsque on lui demande donc, un éditeur qui s'appelle Alex Suzanne, lui demande d'écrire sur sa vie. Et déjà là, on voit l'importance de ce à quoi elle tient le plus. Hein. L'amour, les expériences, les joies, les souffrances. Chez elle, tout était présent, tout se mélangeait. À 12 ans, elle rentre à l'usine. 12 ans, c'est pas très grand. Et elle franchit la porte pour la première fois. Elle dit « La puanteur de l'usine, la puanteur de l'odeur caractéristique de laine tondue et d'huile qui s'incruste au plus profond des narines et remplit la gorge et les poumons de poussière. Mais ce qu'elle y découvre est aussi peut-être pire encore. Elle y découvre aussi que les adultes, pauvres ou riches, gonflés d'orgueil ou de pouvoir, ont des regards de mépris et de supériorité envers les enfants. Et il y en avait beaucoup d'enfants dans les usines au moment de juger. Elle était obligée d'écouter leur écart de langage, même s'ils s'adressaient à elle comme si c'était une adulte, bien sûr, et leurs écarts de langage étaient vraiment très grands. Hein. C'était pas la manière dont on pouvait, aujourd'hui on parlerait à un enfant d'11 ans ou 12 ans. Elle y a découvert la peur, c'est ce qu'elle dit aussi. Heureusement, chez les Rebouilles, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle beaucoup d'art, on parle beaucoup de politique, de musique, d'amour. On pratique le nudisme chez les anarchistes à l'époque, et ils étaient relativement avancés et ils faisaient énormément de gymnastique suédoise. C'était très à la mode et donc ils pratiquaient énormément ce genre de choses. Et tout cela l'a formée, plus que les livres, dit-elle. Chez ses parents, il y avait beaucoup de livres, mais il y a eu aussi beaucoup de policiers qui sont venus et qui ont piqué les livres. Hein. Donc, elle le dit elle-même, c'est pas les livres qui m'ont réellement formée à ce moment-là. C'est toute cette effervescence autour des Athénées où on pratiquait la musique, on pratiquait le chant. Elle pratiquait déjà la peinture, elle adorait déjà peindre. De toute petite, elle a toujours peint. Ce qu'elle va terminer dans sa période de la fin de sa vie, où elle va se consacrer quand elle jugera qu'elle ne peut plus chanter, elle va peindre. Donc, très petite. Et ce théâtre, ce genre de vie, ils vont le reproduire plus tard en exil à Paris, hein, à travers ce qu'on appelle le casal de Catalogne, qui était très important. Et là, on pratiquait à l'époque aussi la musique, le théâtre, le chant, la danse, etc. Là, elle devient une jeune fille assez grande, en même temps très, comment on dirait en catalan, presumide, hein, comme ça. Une jeune adolescente fougueuse, voilà, ce serait le terme qu'on emploierait le mieux pour la représenter. Une fois, une amie de ses parents, s'adressant à elle, parce qu'elle s'intéressait un petit peu de trop près à son fils, lui dit tu as des yeux de calfabraguetas. Tu chauffes le braguette pour être plus de calfabraguetas. Ébahi,
Teresa a demandé à Balbina, sa mère, ce qu'elle avait bien voulu lui dire. Balbina lui répond, ben, ça veut dire que tu as des yeux en forme d'amande. Bien entendu, la réponse n'a pas satisfait totalement Teresa, qui plus tard apprendra bien ce que cela veut dire qu'alphabet. Voilà. Les choses s'accélèrent. Hein, politiquement, différents événements vont venir ponctuer 1931, la Première République, jusqu'à 1936 et la déclaration franco-communautaire, donc de la République catalane et le début donc de la guerre civile espagnole. Donc après la victoire donc de la République catalane, ses parents, bon elle est déjà grande, hein, ses parents décident de la faire travailler. Donc elle va, à travers les amis de ses parents, bien sûr, elle va rentrer à la Generalitat, elle va être secrétaire d'un conseiller, Martí Barrère, qui est au ministère du Travail. Là encore, elle va être confrontée à un monde parfois inégalitaire. Elle aura à traiter parmi les travailleurs qui viennent, les ouvriers qui viennent se plaindre, elle va voir des choses qui vont la conforter dans son souci, dans son militantisme. Ses parents vont décider de l'envoyer à Barcelone pour l'empêcher de faire Sabadell-Barcelone, parce qu'à l'époque, c'était... Maintenant, on peut mettre en train, on peut mettre peut-être une demi-heure. À l'époque, ça faisait beaucoup plus de trafic, hein, c'était beaucoup plus long. Donc, à travers des amis, toujours, elle va loger à Barcelone dans la famille Rebouille. C'est là qu'elle va rencontrer. Alors là, je vous ai mis une photo donc, de quelques ouvrières du textile. Elle va aller très peu à l'école. Hein? C'est surtout sa maman qui va l'éduquer, mais elles vont aller très peu à l'école. Et elles vont aller dans une école en 1931 à Sabadell, qui est l'école nationale des filles. Ce sont des écoles, là c'est une école protestante, donc l'enseignement est un peu plus libre, disons. Hein. Voilà, elle arrive chez les Rebouilles, et dans cette maison vit Daniel Rebouille, qui va avoir une vie assez extraordinaire. Il va être à l'origine de la création d'un mouvement, un parti qui va s'appeler le POUM, qui est un parti à tendance trotskiste. Et il va être un des dénominateurs communs parce que Teresa va être et va rester militante du POUM, en tous les cas dans sa tête, elle va être poumiste jusqu'à la fin de sa vie. Avec Daniel, qu'on voit ici avec Diego Rivera, donc le grand peintre mexicain, c'est le monsieur mari de Frida Kahlo, bien sûr. Donc Daniel, qui a l'air un petit peu plus petit et plus frêle, va chercher, durant la guerre civile, au Mexique, des soutiens. Il y rencontrera Trotsky, d'ailleurs, et des soutiens et des armes. Puis il rentrera en Espagne. Mais Daniel vivait avec sa femme, et voilà, elle va y rencontrer, un peu plus jeune que son frère Daniel, Joseph, qui va devenir donc Monsieur Pep Rebouille, puisque son petit surnom va être Pep. Là, vous le voyez, il est très jeune, et il va devenir d'abord son compagnon, puis son mari. Donc, avec la guerre civile, les bombardements, il va falloir peut-être songer à l'exil, et
elle va partir sur les chemins de l'exil. Elle va aller d'abord à Vic, où elle va retrouver avec sa tante, Magdalene. Elle va partir et elle va rejoindre Pep à Vic, avant de passer donc la frontière. Elle dit « Enfin nous sortîmes de Barcelone. Le ciel, couleur orange vif, reflétait au loin la lueur des combats qui se rapprochaient peu à peu. Au bout de quelques kilomètres, le moteur se mit à ronfler fort. Il fallut alléger le poids. Les femmes d'abord. On considérait qu'elles couraient moins de danger que les hommes. Une bagarre à mort s'engagea entre celles qui devaient descendre et celles qui voulaient rester avec leurs hommes. Le camion s'éloigna, laissant la désolation derrière lui. Je garde en mémoire l'image de ces femmes, leurs enfants dans les bras, abandonnés sur la route, qui criaient et pleuraient. Je les ai suivis du regard jusqu'à les perdre de vue, pleines de remords, car il m'était impossible de leur apporter de l'aide. J'aurais pu céder ma place, mais je devais arriver par n'importe quel moyen à Vic, où se trouvait Pep mobilisé. Triste dilemme. À bout de souffle, la camionnette ne pouvait plus avancer. Elle roulait très lentement, crachant une fumée noire et puante. Dans les côtes, elle haletait comme un asthmatique, et certains passagers descendaient avant le sommet, de peur de ne pouvoir arriver à Vic. Pas moi. J'étais accrochée comme une punaise. Ma tante ne me lâchait pas. Je ne savais que faire. Je me suis laissée porter par le courant du destin face au spectacle de désolation de ce début d'exil. Donc elle va rester très peu de temps à Vic, elle va y retrouver Pep, et elle va commencer donc à traverser la frontière. Moi, c'est ce que j'appelle son premier exil, puisque elle passe pour la première fois par le col d'Ar, et ensuite, elle va revenir à Barcelone. Elle va d'abord aller à Paris, quelque temps en banlieue parisienne, à la Colombe, Garenne-la-Colombe, où elles vont être hébergées par des amis. Et elle va être obligée de retourner à Barcelone parce que son père, qui sort de prison, est très fatigué et ils n'ont pas beaucoup de sous. Donc elle décide de rentrer et elle passe cette fois-ci par Irún. Donc elle arrive à Barcelone. Et pour sa deuxième sortie de Catalogne, elle va passer par les Albères. Donc, vous allez voir, elle va être déjà captivée par la côte et captivée par ces montagnes. Donc, ils vont partir sur Prats de Molló, le col d'Ar, et là, on voit, elle est jeune, elle a 20 ans, hein, elle voit la fougueuse, la soif de vivre, la faim de vivre. Il y a des moments un peu rigolos. Ils étaient 5 dans ce voyage. Hein. Alors, Camprodon, Molló, Espinabey. Du trajet de Vic à Molló, je garde le souvenir d'un voyage mouvementé, une impression de vent de folie. Notre petit véhicule ne courait pas, il volait. Il coupait des virages tout près des ravins, à la limite de ce qu'on appelait une route, alors qu'il n'avait pas de frein lui permettant ses fantaisies. Torrens, qui conduisait, n'en maîtrisait pas la vitesse et ses 40 degrés de fièvre semblaient l'avoir hypnotisé. Transformé en pilote de course d'une voiture tragique et fantasmagorique. Les roues hurlaient, les passagers se heurtaient. Je serrais le bras de Pep en retenant ma respiration. Les yeux fermés, la gorge sèche, quel est l'ange qui nous a protégés? À Molló, nous avons abandonné la voiture et nous avons continué à pied à travers la montagne, par des chemins enneigés jusqu'à la cime du col Prégone, plus à gauche du col d'Ar. La plupart des réfugiés ne transitaient pas par cette route, seuls.
Quelques groupes épars comme le nôtre l'empruntaient, trouvaient des malles, des colis, des paquets éventrés, d'où pendaient des robes, des bijoux, des objets, des trésors intimes, des foyers abandonnés, témoins d'autres joies et d'autres bonheurs. Le monde entier nous abandonnait et nous devions tout abandonner. Je regardais cet étalage avec tristesse. Je n'avais jamais dans ma vie vu tant de richesses ainsi laissées pour compte. Et nous étions 5 à marcher, sans dire un mot, plus silencieux que l'étendue de neige. J'avais l'air d'un fantôme ambulant avec la couverture que j'avais volée à Vic, à celle qui exploitait les soldats, posée sur les épaules. Il faisait très froid, mais personne ne se plaignait. Nous ne pensions ni à manger ni à boire. Nous allions dépourvus de tout fardeau, de tout bagage. Pour toute compagnie, le Soulanges se veloutait de la neige sous le ciel gris. La douleur et la désespérance, une image de gris et de sang dans la pureté de la neige. Absorbé par notre drame, voici qu'apparaît un replat de la montagne, une sorte de placette, puis une autre encore, et sur des dalles de pierre recouvertes de neige, un pain. Vrai de vrai, un pain paysan, rond, croustillant, couleur de pain grillé. C'était un pain entier. Plus pétrifié que la neige dure, nous nous sommes arrêtés si brutalement qu'on aurait cru que quelqu'un, après nous avoir poussés, nous aurait crié « Hé, arrêtez-vous !» Nous avons regardé de tous les côtés. Nous étions bien seuls. Mais à qui pouvait appartenir ce pain? Nous ne sommes pas fait prier plus longtemps et nous avons commencé à couper des tranches aussi larges que la main d'un bûcheron. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Non loin du pain, nous avons trouvé bien enveloppé dans du papier blanc et propre un morceau de fromage de montagne. Nos yeux s'agrandirent comme le fanal d'une barque de pêche la nuit. Quel trésor! Nous ne savions que dire. Mais qu'aurions-nous pu dire? Avec solennité, Pep commença à trancher et à faire la répartition entre tous, comme cela nous sembla bon. Mais avant que nous ayons fini de manger, il l'enveloppa dans son papier et le déposa à l'endroit même où nous l'avions trouvé. Nous avons décidé de reprendre notre chemin, et moi, désireuse de garder ce pain et ce fromage tombé du ciel, je m'apprêtais à cacher les paquets sous ma cape. Quand calme, Pep me dit « Non, Teresa, non. Quoi, non? Cela ne faut pas les prendre. Remets-les où nous les avons trouvés. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai regardé les autres pour voir ce qu'ils en pensaient. J'attendais un geste d'adhésion, mais non. Ils se taisaient en souriant et en fixant leurs pieds pour ne pas me regarder. Alors j'ai remis ce don de Dieu à sa place sans comprendre pourquoi nous devions le laisser. La voix basse, j'ai insisté. Comment est-ce possible? Mais si, Thérèse, pense qu'après nous, d'autres peuvent passer à cet endroit. Et qu'est-ce que tu veux dire? Résignée, je me suis soumise. Nous avons quitté le replat de montagne et comme si quelqu'un nous saluait après un festin. J'ai tourné la tête pour un dernier regard. La blancheur éclatante de la neige, la mince majestueuse des montagnes me brouillèrent la vue pendant que s'estompaient nos pas. Voilà, que je voulais vous dire, elle avait faim de la vie et là c'était vraiment sa jeunesse qui ressort, hein, et par rapport à un peuple qui est un peu plus âgé qu'elle, hein, même plus âgé qu'elle, cette impétuosité, déjà la classe, hein, on sent bien, on la voit, hein, avoir faim et déjà penser à ce qu'elle pourrait en faire parmi ses repas. Donc, ils reprennent et leur route et ils arrivent à Perpignan. À Perpignan, ils sont accueillis par des membres du POUM déjà installés à Perpignan et ils éviteront les camps, le camp d'Argelès, le camp de Rivesaltes. Ils vont se retrouver dans un mas près de Perpignan. Bon, à l'époque, on pourrait peut-être le situer dans le quartier du Palais des Congrès. Ils vont y rester quelque temps avant de prendre le train et donc de partir pour la première fois sur Paris, donc à la Garenne-Colombe, où ils vont être hébergés et où elle va jusqu'à la débâcle française. Hein, et elle va donc repartir à Barcelone elle va y rester un moment auprès de ses parents. Avec sa sœur, elles vont aller
chanter pour gagner un petit peu de sous. Et puis, bon, Pep étant à Paris, il est seul, il lui demande de revenir. Donc elle revient et elle passe cette fois-ci donc par Banyuls. Et d'ailleurs, lors du vernissage, il y a une jeune fille, une adolescente qui a lu un poème qu'elle a écrit à ce moment-là, hein, lors de son passage dans les Alberts. Alors, à l'inverse de sa première traversée sous le signe du froid, de la neige, là, c'est la canicule étouffante, la chaleur, et c'est totalement différent. Mais c'est quand même pour elle un brise-cœur. Elle dit « Il faisait très chaud, l'épaisseur des ronces et du maquis nous étouffait un peu. Ma robe prenait des formes étranges. On aurait dit qu'un taureau l'avait encorné de tous les côtés. Des lambeaux de tissu pendaient comme des bannières d'un enterrement. Nous dormions le jour et marchions dans l'obscurité de la nuit pour ne pas être découverts. Là, elle est accompagnée par des passeurs, hein, et Pep a payé les fameux passeurs. Nous marchions vite, ce qui augmentait la fatigue à tel point que dormant à même les cailloux, je ne les sentais pas. D'ailleurs, en m'étirant un peu comme le chasse, je faisais mon trou et je m'endormais avec plaisir. Traverser les Pyrénées, je jurais que, dès que je pourrais l'esprit tranquille, je viendrais admirer la magnifique splendeur de ces montagnes. Il y a des beautés comparables à celles d'un tableau exécuté par des taches harmonieusement éparpillées, couleur de la nuit proche et d'un ciel brodé de lampions blancs, avec au centre l'étoile du soir, plus grosse et plus lumineuse que jamais. Je suivais des yeux pour qu'elle nous accompagne tout au long du chemin. La brise faisait vibrer des harpes invisibles à travers les cimes et les combes. Mes yeux étaient humides de fraîcheur et de pureté. Alors que nous étions plusieurs à effectuer cette traversée, au même moment, j'avais l'impression d'être seul au monde. Ainsi, pendant que nous dormions, si nous percevions autour de nous un petit bruissement, nous retenions notre souffle pour nous assurer qu'il n'y avait personne. Quand au bout de quelques minutes, jaillissaient des buissons épais, des hommes, nous nous saluions de la tête et ils poursuivaient leur route sans se retourner. Nous avancions lentement quand survint l'accident. Un faux pas peut-être, je me tordis le genou. Alors là, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Non d'une pipe, tordu ou non, il faut marcher. Si tu ne marches pas, il faudra te laisser ici. Nous ne pouvons pas nous permettre ces choses-là. Quelle affaire! La jambe accidentée pendait, impossible de continuer. Prenant une décision courageuse, je leur dis « À mon signal, vous tirez sur la jambe. » Assise sur une roche, un mouchoir en boule dans la bouche, afin d'étouffer mes cris, je lançai « Maintenant !» Ouf, j'ai entendu un cloc. Le genou s'est remis en place, mais la douleur était insupportable. Il nous restait la moitié du chemin à faire. Appuyés sur mes deux passeurs, traînant la jambe, nous sommes finalement arrivés aux environs de Sorède, dans la vallée heureuse. Puis nous avons continué jusqu'à Argelès. Voilà. Et elle dit à ce moment-là qu'elle se promet un jour de revenir dans ces paysages. C'est ce qu'elle va faire en venant s'installer donc à Banyuls. Elle retrouve donc Pep encore une fois à Perpignan, et là ils vont partir à Marseille. C'est le début de l'occupation, et à Marseille, ils vont rencontrer là des gens assez extraordinaires. Par exemple, Varian Fry ou Benedict, qui était un Italien, Fry, un Américain, qui ont pendant plusieurs mois, sinon une année ou deux, permis à des intellectuels français ou des intellectuels allemands de prendre les bateaux et d'aller traverser donc l'Atlantique pour New York. Ils seront hébergés un grand moment chez eux, et d'ailleurs elle va tomber enceinte de son premier fils, Daniel, qu'elle aura l'occasion
elle aura l'occasion d'accoucher en même temps que la femme de Bénédicte. Donc cet Italien qui avait quand même pas mal de ressources. Elle a pu accoucher dans un bon hôpital et tout s'est bien passé. Mais Pep s'engage dans la résistance à Régus, qui est à 70 km à peu près de Marseille, et qui est la résistance des eaux et forêts. Donc il va rester là toute la guerre, et elle va s'installer dans le petit village de Régus durant toutes ces années, jusqu'à la fin de la guerre, où ils vont rentrer sur Paris. Et là commence une période parisienne. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que c'était quand même pas mal. Il y a eu 100 000 réfugiés qui sont passés par le col d'Ar. C'est quand même beaucoup. Là, vous avez Monsieur Bénédicte, hein, donc cet Italien, Jean Malaquet et l'auteur Jean Malaquet et donc Pep. Et là, vous avez tout le groupe de résistance, donc du maquis de Régus. Ils arrivent, non, là c'est à Régus encore. Ils font, quand Pep est disponible, ils sortent avec des amis, ils font du vélo. Bon, elle dit qu'elle n'est pas malheureuse, mais elle a une telle soif de vivre que partout où elle va passer, elle va toujours trouver le côté positif des choses. Là, on la voit avec Daniel, et à côté, donc, c'est Madame Bénédicte, donc, au moment de sa grossesse. Ils arrivent à Paris. Là, non, ça c'est une photo qui est prise à Garenne-la-Colombe, où elle commence à dessiner. C'est la maison où ils ont passé un grand moment, caché par des amis, par des camarades. Voilà, nous sommes à Paris, et nous reconnaissons là la mère, Balbina, et puisqu'ils ont rejoint donc dans l'exil, et là va commencer une autre période, qui va être un petit peu une période comme la période à Barcelone, disons. Autour du Casal de Catalunya, tous les Catalans vont se retrouver et vont recréer une sorte de microcosme comme ceci, où ils vont avoir des lectures, des bibliothèques, des cinémas, ils vont faire du théâtre. C'est là que Balbina va reprendre le théâtre, et tous les dimanches, ils vont jouer une pièce de théâtre. Ils apprennent la pièce pendant la semaine, et ensuite, ils la redonnent le dimanche. Mais bon, il y a des cours de danse et des cours de dessin, voilà. Ils dansent la sardane, bien entendu, et ils reçoivent beaucoup. Là, on les voit avec Pau Casals, le maître qui était venu, donc, au Casal donner des conférences. Voilà. Et la fameuse chorale dont je vous parlais, en même temps, elle va travailler. Elle va devenir secrétaire, et là, elle va travailler pour le président en exil. Donc il y aura un ministère qui est reconstitué, et elle va travailler pour le président en exil. Puis, avec sa sœur, elles vont former, à Soussena, bien sûr, elles vont former un duo qui va s'appeler les Sœurs Solé. Voilà. Donc, elles vont, comme ça, aller à l'ORTF, elles vont chanter à la radio, elles vont, en même temps, là c'est extraordinaire, elle va se faire engager dans une revue, et avec Luis Mariano. Évidemment, elle danse depuis très jeune, et donc un jour, elle apprend qu'il a besoin d'une danseuse de flamenco, et donc elle se présente, et ils vont être amis durant tout le temps, et elle va être la danseuse donc de
de Luis Mariano. Vous voyez, elle a quand même une vie assez intense avec ses deux fils, puisqu'entre-temps est né Germinal. Là, c'est le premier appartement qu'ils ont, rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e. Voilà, dans le parc. On reconnaît donc Daniel, et le plus petit, c'est Germinal. Voilà, là on les voit ensemble avec Pep au milieu. Et là, c'est à Banyuls. C'est beaucoup plus, disons, dans le temps, c'est un peu plus récent. Va arriver mai 68, et un jour, elle va rencontrer au Casal de Catalunya Raimon, le chanteur Raimon, qui vient. Alors bon, il y a plusieurs chanteurs de la Nova Canso qui passent par là, et Raimon va la captiver. Elle va dire... ben oui, j'avais oublié, c'est dans la Belle de Cadix qu'elle va danser le flamenco. Elle va dire de Raimon: il y avait dans sa voix comme une tempête qui vous emportait, vous soulevait. Alors que moi, dit-elle, je me contente de peindre des natures mortes, et à l'heure du midi, je vais au parc, et avec mon sandwich, j'ai toujours avec moi mon carnet de dessin, et je peins, je dessine Paris. Alors, elle décide de prendre la guitare de ses fils, parce que ils leur ont offert, mais ils ne s'en servent pas, dit-elle. Non, ça je n'ai pas demandé. Et elle va faire 4 accords, elle va décider de chanter. Voilà. Et ainsi va commencer à 50 ans sa carrière de chanteuse, et celle qu'on va baptiser plus tard la grand-mère de la Nova Canso. Elle va rencontrer petit à petit, avec ses 3 accords de guitare, mais bon, elle va rencontrer Louis Siac et tous ces chanteurs de la Nova Canso. Elle va venir ici, en Catalogne Nord. Elle va participer à Bourg-Madame au printemps de la Guinguette d'Ige, qui est un festival monté pour permettre aux chanteurs du Sud le renouveau de la chanson en catalan. Elle va s'impliquer dans... c'est pour elle un nouveau militantisme, la défense de la langue catalane à travers la chanson. Mais en même temps, elle n'a pas oublié, elle est toujours aussi féministe, durant toute sa carrière. Elle va chanter les femmes, ça va être quand même un tempérament qu'elle a acquis, puisque déjà pendant ces années de militantisme à Barcelone, elle appartenait à Mujeres Libres, les premières mouvements de femmes, bien avant le MLF. Il faut savoir aussi que en Catalogne, à l'époque de la République, avait été votée une loi sur l'avortement. Donc c'était vraiment, elle était vraiment dans ce souci-là de continuité. Pour elle, c'était vraiment du militantisme. Donc elle prend sa guitare, et puis à 50 ans, elle envoie tout balancer, et parfois elle part sur la route, oubliant ses enfants, son mari, et elle va commencer comme ça à chanter. Voilà, la fameuse guitare dont je vous parlais. Et là, c'est à la contrescarpe, où elle va chanter une première fois, et où quelqu'un va lui dire « Teresa, Teresa, Teresa », et elle se dit « Mon Dieu, si on commence à dire mon nom, c'est que peut-être… » Voilà, elle va commencer vraiment à vouloir être chanteuse.
Et dans toute sa carrière de chanteuse, elle va recevoir, voilà, là elle est donc à la Guinguette pour Madame, hein, on reconnaît Louis Siac, là je pense que c'est un chanteur nord-catalan. Hein? Reynald Dédille, c'est ça, voilà. Le Michael Mayol, l'avocat et voilà. à l'époque de la Catalanie. Voilà. Elle remporte le prix Charles Cros, ce qui est quand même une réussite hein, pour elle, c'est très important. Et elle va entamer, donc elle va aller en Allemagne, elle va aller en Algérie, elle va aller un petit peu partout. Et vous allez voir dans l'exposition, vous verrez tous ses portraits. C'était une femme très belle, et surtout à cette époque-là, avec ses cheveux très longs, elle avait des allures de Joan Baez. Pour l'anecdote, nous étions, au moment où on présentait le livre, nous étions aux Angles, et on discute comme ça avec le public. Et la veille, j'avais vu un reportage sur Joan Baez où elle avait comme ça les cheveux, pareil, les cheveux très longs et tout. Et je lui dis, tu sais, mais voilà, nous étions exactement comme je suis maintenant, tu sais, Thérèse, hier j'ai vu un truc de Joan Baez, je trouve que tu lui ressembles, à cette époque-là, tu lui ressembles beaucoup. Elle se retourne, elle me regarde, elle me dit, non, j'étais plus belle qu'elle. Elle était comme ça. Et donc elle va entamer l'Allemagne, l'Algérie, elle va représenter partout, hein, toujours dans le mouvement de la noble canción. Elle va participer, là c'est à l'université catalane d'été, hein, l'université catalane d'Esprit, ou à Prades. Toutes les années, elle va y aller et elle va chanter. Donc elle va être fidèle à ce rendez-vous jusqu'au moment où elle va s'arrêter de chanter, mais elle ira aussi, hein, là, en tant que spectatrice, ou alors en participant hein, à des débats. Nous la voyons là avec Pedro Soler, bien sûr. Là, c'est le premier hommage qui lui est rendu, ici, à Banyuls. Donc, on reconnaît derrière elle Marina Rousset. Voilà. Ensuite, Père Figuère, tout à fait. Jordi Auvergne, qui est un des premiers de la noble canso ici à Perpignan. Gérard Jacquet, qui est très jeune. Derrière Thérèse Gisèle Beissola. Voilà. Donc, elle a reçu beaucoup d'hommages. Ce que nous disait Germinal, son fils, hein, de son vivant, elle a reçu beaucoup d'hommages, notamment au Palau de la Musique à Barcelone. Donc, elle a quand même été bien appréciée. Là, nous la voyons à Prats de Moyo, au moment où, avec Christian Bourquin, ils inaugurent les chemins de l'exil, hein, pour rappeler ces exilés qui sont passés par Prats de Moyo. Ensuite, elle y est allée plusieurs fois, hein, elle y était allée souvent parce que chaque année, il y a une commémoration. Alors là, c'est une photo extraordinaire. Ce sont trois femmes, je vais dire aussi extraordinaires. Alors, la première, à droite, c'est, vous devez reconnaître peut-être, Eliane Comlade, hein, la papesse de la cuisine catalane, hein, diététicienne, elle nous a apporté beaucoup de choses, notamment à propos de la cuisine au Moyen-Âge, au Palais des Rois de Majorque. Bon, c'est vraiment la papesse. Et elle a été, avec son mari, qui était médecin, habité longtemps à Montpellier. Et à l'époque, sous Franco,
la Noble Canso qui était réprimée, ils allaient souvent chez elle à Montpellier, les Louis Siac, hein, les Raymond, etc. C'était vraiment un endroit où ils allaient souvent. Et Louis Siac lui-même dit « J'ai deux marraines, la première c'est Teresa et la seconde c'est Eliane Commelade. » Voilà. Alors Eliane est différente des deux autres femmes. Elle est plus réservée, disons. Mais bon, c'est quand même une grande intellectuelle, bon, une chercheuse qui a marqué notre pays catalan. À la gauche, c'est Reina de Laure Porté. Alors, Reina de Laure Porté, c'est la fougue, l'amour, tout comme sa copine Teresa. Et c'est une de nos grandes auteurs, écrivains, mais je dirais écrivain, parce que vraiment c'est une femme remarquable, spécialiste, notamment qui a écrit un très très beau livre sur Rigaud, hein, Rigaud Rigaud, peintre à la cour du roi Soleil. C'est une passionnée aussi. Elle est spécialiste en onomastique. Elle connaît tout sur nos villes, sur les noms, les descendances de nos villes, de nos villages, du moindre petit lieu-dit, etc. Et avec Thérèse, c'est, je pense, deux grandes femmes formidablement, deux grandes amoureuses, deux grandes fougueuses. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Moi qui les ai fréquentés tous les deux, Reynad est toujours en vie, Eliane aussi. Hein. Reynad et Teresa se sont, dans les années, dans les 90 ans de Teresa, disputé le même chirurgien. Elles étaient toutes les deux amoureuses de ce chirurgien, de ce jeune chirurgien. Et alors donc, ouais. Et donc, elles se le disputaient. Et quand j'arrivais, des fois, Teresa me disait « Ah, Nina, si tu savais ce qu'elle m'a fait, Reynad, mais c'est pas possible. » Et Reynad qui téléphonait et qui disait « Oh là là, mais il est à moi, il est à moi. » Alors donc, à 90 ans, il y a encore beaucoup d'espoir. On peut aimer passionnément et se disputer passionnément. Et elles sont, mais toutes les deux, elles ont une extraordinaire qualité, celle d'aimer la vie. Bien que Reynad souvent soit un peu plus pessimiste que ne l'était Thérèse, mais bon, elles sont d'inestimables souvenirs pour moi, et puis des femmes comme on en fait peu aujourd'hui, je pense. Et on n'en parle pas tant que ça dans le département de ces trois femmes. Vraiment, il faut, ça me fait plaisir de leur donner cette reconnaissance. Nous avons publié la version française de Rigaud Rigaud, de Reynad, et nous le republions, mais c'est vraiment, si vous avez l'occasion de lire Reynad, il faut la lire parce que c'est un écrivain majeur vraiment de notre département, comme Thérèse a été un écrivain, un auteur. Elle écrivait beaucoup de poésie, et elle écrivait des poésies érotiques, hein, tout comme Reynad. Toutes les deux, elles sont coquines. Voilà. Alors, elles vont, quand elle va sentir qu'elle ne peut plus chanter, que sa voix n'est plus ce qu'elle aimerait qu'elle soit, hein, ce qu'elle a déjà été, elle va décider d'arrêter. Voilà. Après les nombreux hommages et tout, elle va décider d'arrêter et de se consacrer à la peinture. Et pour elle, la peinture, c'est la lumière et c'est surtout Cézanne. Et elle a trouvé dans Banyuls
la lumière qu'il lui fallait. Elle va peindre beaucoup de paysages, elle va peindre beaucoup de nature morte, mais elle n'était jamais satisfaite de ce qu'elle faisait. Elle disait, il faut encore que j'apprenne, il faut encore que j'apprenne, j'ai pas réussi. Pour elle, et c'est là que je voudrais, voilà, elle écrit, lorsque je revenais à Banyuls, j'allais avant tout me promener à travers les vignes et les collines. Chaque fois, je découvrais avec des yeux neufs les vallées ouvertes au soleil et au ciel. Du haut des crêtes jusqu'au ruisseau, l'exubérance de la couleur, les verts et les bleus, les rouges, les rouges de la roche et de la terre d'ombre. Dans ma vallée, tout a été et reste ordonné. Les arbres alignés et les cyprès au garde-à-vous qui veillent sur le ciel, les sentiers des vignes, les ruisseaux qui s'ouvrent, un chemin par où cascadera l'eau chantante si l'homme n'intervient pas pour la dévier. Zigzag de lignes géométriques diversifiées qui dégagent tout l'essence et l'esprit inépuisable d'une beauté ancestrale. À la portée de ma main, cette mauve sauvage, élégante et coquette, à la taille fine, jamais décoiffée par le vent. Mauve sauvage dont la couleur et le parfum appellent les abeilles qui viennent la butiner de leurs aiguillons. Dards assoiffés s'enfonçant dans leurs pétales ouverts à vif, gorgés de nectar, ou peut-être est-ce le vent. Merveille de complicité, les fleurs, les abeilles, les rochers, les pinèdes, les cimes statiques, les vignes aux pampres tendres et mes yeux noyés de tendresse devant l'exaltante générosité de la nature. C'est comme ça qu'elle voyait Banyuls et ses paysages. Et là, les photos, vous me pardonnerez, ne sont pas excellentes. Voilà, là c'est un des hommages qui a été fait à Céré, à la militante. Voilà, là vous avez Michel Arnaud-Diès de Céré, qui est peintre lui-même, et avec qui elle a fait sa dernière exposition à la Jonquière. Le jour du vernissage, c'était quelques jours après, elle décédait, elle mourait. Donc là, il parle de sa peinture. Voilà à l'œuvre. Voilà quelques... Mais vraiment, la qualité n'est pas très bonne. Voilà. Elle a peint aussi, à la demande donc de Christian Bourquin à l'époque, où il était question du mémorial, à l'inauguration. Christian Bourquin, le président du conseil départemental, général à l'époque, lui avait demandé de faire quelques dessins sur le camp de Rivesaltes, ce qu'elle a fait. Et c'est vraiment quelque chose de totalement différent de ce qu'elle faisait à l'époque. Là, il n'y a pas de jeu avec la couleur. C'est sombre, c'est noir, et beaucoup de rouge aussi. C'est vraiment elle qui n'a jamais, heureusement pour elle, été ni à Argelès, ni à Rivesaltes. Elle a capté, elle a su capter vraiment la profondeur et la souffrance qu'il y avait pu avoir dans ces camps. Elle a terminé sa vie, comme je vous disais, moi, tous les matins, chaque fois que j'y allais, pour elle, si elle avait une idée, si elle avait réussi à faire quelque chose dans la matinée, c'était un moment incroyable. Elle était à ce moment-là joyeuse, exaltée. Je ne sais pas comment la décrire. Ça a été pour moi une très grande dame. Et ce que je voudrais dire, c'est par l'hommage que nous lui avons fait, que vous avez tenu à faire à Banyuls, j'aimerais que ces hommages puissent continuer et que l'on puisse, comme l'on dit en Catalogne, à l'occasion des anniversaires, que l'on puisse encore se souvenir de Teresa Robuy, Hyper Molzains.